Spider-Man Brand New Day est sorti, et le film est tellement bien. Mais je me suis rendu compte que ce film et The Amazing Spider-Man 2 avaient pas mal de trucs en commun. L'intrigue est similaire avec Peter qui est seul et qui peut pas être avec MJ ou Gwen. Dans les deux films, on a plein de vilains, les deux films ont des problèmes de production, et dans les deux films, on suit une approche street level. Mais l'un a reçu un succès critique et hors norme au box-office, jamais vu auparavant avec ses 1,67 milliards, alors que l'autre est considéré comme le pire film Spider-Man de tous les temps, et a seulement fait 700 millions. Donc pourquoi est-ce que l'un est un succès et l'autre un flop? Mais il y a 3 raisons à ça. Allez, abonne-toi, on commence. Si tu détestes le héros principal d'un film de super-héros, c'est très dur de rentrer dans l'histoire. Et c'est exactement le problème que les gens ont eu avec The Amazing Spider-Man 2. Pas parce que Garfield est un mauvais acteur, au contraire. Dans les scènes où le film laisse respirer, genre les moments avec Gwen ou son rapport avec Tante May, on sent un vrai charisme et une alchimie qui fonctionne. Le problème, c'est que le film ne sait jamais quel Peter Parker il veut nous montrer. Pendant la moitié du film, c'est un mec qui balance des vannes en pleine bagarre et qui fait le mec cool. Et d'un coup, sans transition valable, on est censé le suivre dans une spirale de culpabilité à propos de la mort de son père. Même si je sais que ça, c'est le moyen que Peter a de faire face à ses démons. Mais dans ce film, c'est juste mal fait et mal utilisé. On a des flashbacks avec Richard Parker, un mystère sur Oscorp qui prend un temps fou, le ton change de scène en scène, donc le spectateur n'a jamais vraiment le temps de savoir s'il regarde une comédie super-héroïque ou un drame sur le deuil. Et ça devient vraiment un problème narratif à la fin. La mort de Gwen Stacy, censé être le moment marquant de la saga de Garfield, arrive après un film entier qui n'a jamais vraiment pris le temps d'installer les enjeux émotionnels. On passe d'un ton super léger avec Peter et Gwen qui sont comme dans une rom-com, à une scène tragique en quelques minutes, sans que le film ait construit de la gravité nécessaire. Le résultat, c'est un choc qui devrait dévaster le spectateur, mais qui, à la place, ressemble presque à une décision du studio plaquée là pour créer un rebondissement choc plutôt qu'une conclusion émotionnelle logique. Brand New Day, à l'inverse, part d'un postulat clair et s'y tient du début à la fin. Peter est seul, volontairement seul, 4 ans après No Way Home, où il a fait effacer son existence de la mémoire de tous ceux qu'il aime pour les protéger. Et il vit avec ça dans la conscience, et avec les conséquences de ce choix. On a des vannes dans le film, mais c'est bien fait. Et Peter ne les fait que quand il est Spider-Man. Et ça nous fait bien comprendre qu'il est triste. Et que les blagues, ça lui permet de pas se suicider. On n'a pas de virage à 180 degrés dans le ton du film. On suit un mec fatigué, isolé, en pleine crise existentielle sur ce que ça veut dire d'être Spider-Man à temps plein. Quand plus personne autour de lui ne sait qui il est. C'est un choix de personnage cohérent sur toute la durée du film. Après que dans toute la saga Home, on le voit faire plein de blagues, ça permet à Holland de jouer une vraie évolution plutôt que de switcher entre deux registres qui ne se répondent pas. En fait, la différence, c'est que TASM 2 traite Peter Parker comme un support pour plusieurs intrigues à la fois, le drame des parents, la comédie romantique, la préparation de tout l'univers Sinister Six, sans jamais décider ce que le film raconte vraiment sur lui. Brand New Day pose une question simple dès le départ. Est-ce que Peter peut continuer à tout sacrifier pour être Spider-Man? Et construit tout son film autour de cette question. Un spectateur lambda n'a pas besoin de connaître l'histoire du personnage pour comprendre ce qu'il traverse. C'est lisible, concis et surtout constant du début à la fin. Hop, c'est la 3e fois que tu as le petit truc là pour s'abonner, tu l'as toujours pas fait? Non mais nom d'un petit chihuahua, t'as cru on était où là? Bon, ça aide au développement de la chaîne et objectif 1000 abonnés. Et on est tout proche, donc allez, j'attends. Ok, c'est bon, tu t'es abonné? Allez, reprenons. Si le spectateur comprend pas ce qu'il est en train de regarder, difficile pour le film de fonctionner. Parce qu'on arrive déjà perdu avant même que l'histoire commence. Et c'est là que The Amazing Spider-Man 2 s'est planté en beauté. Le film n'était pas illisible sur le plan de la continuité narrative. On comprend très bien qu'on est dans la suite directe du premier volet. Pas de confusion sur ça. Le vrai problème, c'est qu'il n'arrive jamais à décider s'il racontait l'histoire de Peter Parker ou s'il posait les fondations d'un univers étendu entier. Et ça, c'était voulu depuis le début. Sony avait déjà annoncé avant même la sortie du film tout un plan sur 5 ans pour un Sinister Six Cinematic Universe, avec des spin-offs sur Venom, sur le potentiel film Sinister Six lui-même, potentiellement même un film centré sur Tante May. C'est dire la folie du studio qui voulait juste copier le MCU sans comprendre ce qu'il faisait marcher. Le studio ne cachait pas son ambition de rivaliser avec le MCU, et TASM 2 devait servir de rampe de lancement à tout ça. Et ça se sent à chaque scène. Littéralement, le film prend le temps de nous montrer Rhino en costume complet à la toute fin dans une séquence entière qui n'a quasiment aucune utilité pour l'intrigue principale. Paul Giamatti est là pendant 2 minutes juste pour qu'on sache qu'un futur film existera. Ils installent Oscorp comme une organisation tentaculaire pleine de dossiers secrets, de recherches sur les super pouvoirs planqués dans le sous-sol, un mystère entier autour du père de Peter Parker qu'on développera jamais vraiment jusqu'au bout dans ce film. En parlant du père de Peter, l'un des éléments fondateurs de tout le personnage de Spider-Man est le fait qu'il est supposé pouvoir être n'importe qui. Mais non, ce film jette tout ça à la poubelle en nous installant le fait que les parents de Peter soient des agents secrets, genre James Bond, et qu'en fait le père de Peter a créé l'araignée qui l'a mangé, et qu'il l'a fait avec son ADN. Donc personne d'autre que Peter ne pouvait devenir Spider-Man. Il pose Harry Osborn en tant que bouffon vert à travers un arc de transformation qui prend à peine 20 minutes d'écran, de l'ami d'enfance à super vilain complet, sans le temps de digérer sa chute, comme dans les films de Raimi. Clairement pensé pour amener la suite plutôt que pour fonctionner en soi. En plus de ça, on a Electro, censé être le grand antagoniste du film, qui obtient son propre arc de nerd avec de l'anxiété sociale, un schtroumpf,
chauve, complètement séparés des deux autres intrigues. Comme si le scénario jonglait avec 3 films différents en même temps sans jamais les faire converger proprement. En plus, il y a plein de trucs qui se sont fait couper du film, genre tout un perso. En fait, à la base, ils voulaient introduire Mary Jane Watson comme future love interest pour Peter. Mais après que des photos du tournage aient leak, beaucoup de fans n'ont pas aimé cette décision et le studio a décidé de couper complètement ce personnage du film. Le résultat, c'est qu'un spectateur occasionnel sort de la salle avec l'impression d'avoir vu une bande-annonce géante pour 5 films qui n'existeront jamais, plutôt qu'une histoire de Spider-Man complète et autonome. Chaque sous-intrigue semble exister uniquement pour préparer un futur en dehors de ce film. Sony a purement et simplement annulé Sinister Six, mis en pause Venom pendant 2 ans et abandonné tous les spin-offs annoncés. La preuve la plus nette que construire un univers avant même d'avoir prouvé qu'un seul film pouvait tenir debout, c'est la meilleure façon de faire s'effondrer les deux à la fois. Brand New Day, à l'inverse, ne s'embarrasse d'aucune de ses ambitions. 4 ans après No Way Home, la prémisse est claire dès les 10 premières minutes. Peter vit seul, personne ne se souvient de lui et doit gérer une nouvelle menace qui met sa propre existence en danger. Pas de setup pour un spin-off caché dans un coin du cadre, pas de personnage secondaire qui prend 5 minutes d'écran juste pour teaser un futur film, pas de scène post-générique qui annonce un univers entier avant que celui-ci ait le droit d'exister. Le spectateur n'a même pas besoin d'avoir vu l'intégralité de la trilogie Holland pour comprendre les enjeux du film. L'amnésie collective autour de Peter est expliquée assez clairement juste avec le générique pour qu'on puisse suivre sans bagage au préalable. Un peu comme un nouveau venu peut suivre No Way Home sans connaître tout ce qu'il y a à savoir sur le Spider-Verse. Même si on voit plein de personnages de l'univers étendu du MCU comme Hulk, Punisher, Jean Grey et le département du Damage Control, on nous explique très clairement toutes leurs histoires dans le film. Et tout ce que t'as besoin de savoir du Damage Control est expliqué dans le film. Toute la relation Peter et Frank est arrivée hors champ, donc t'as rien besoin de voir avant parce qu'ils disent tout ce qu'il y a à savoir. Et le duo d'ici et Jean Grey, eux, ont été introduits pour l'avenir du MCU. Et sur le papier, c'est très similaire à ce qui s'est passé avec TASM 2, mais là, c'est le réalisateur qui a voulu les inclure et pas un mandat du studio. Ce qui fait qu'il y a un vrai lien avec l'histoire, à la fois thématiquement et au cœur du récit. Sony a visiblement tiré de la leçon de son propre échec avec TASM 2. Au lieu d'annoncer un univers avant même que le premier film prouvait qu'il fonctionnait, Brand New Day se concentre uniquement sur raconter une histoire complète, cohérente, qui n'a pas besoin de 10 films annexes pour justifier son existence. Et paradoxalement, ça peut être justement parce que le film ne cherche pas à construire un empire qu'il donne autant d'envie d'aller en voir plus. L'inverse total de la stratégie qui a coulé TASM 2. Là où Sony essayait de vendre l'avenir avant même d'avoir le vrai présent, Brand New Day livre d'abord une histoire qui se suffit à elle-même. Elle laisse le public réclamer la suite plutôt que de lui imposer. Un film de super-héros, on est tous d'accord que ça a besoin un minimum de développement de personnages pour qu'on s'y attache. Mais bon, on va pas se mentir, on veut aussi pas mal d'action. On veut aussi voir les personnages utiliser leurs pouvoirs, se battre et se dépasser. Et c'est là que The Amazing Spider-Man 2 s'effondre encore, mais cette fois différemment. Le film ne marque pas d'action à proprement parler, il y en a même beaucoup. Sur le papier, peut-être même trop. Le problème, c'est que cette action est diluée entre 3 menaces différentes qui se répondent jamais vraiment. Electro d'abord dans un combat d'ouverture à Times Square qui est visuellement très ambitieux et peut-être l'un des meilleurs combats de Spider-Man de tous les temps. Je trouve que ce combat est trop bien, mais aussi je vais ouvrir une parenthèse par rapport au fait que dans l'exécution de ce film, il se concentre beaucoup sur la forme plutôt que sur le fond. Et c'est mon problème principal avec celui-ci. Mais dès que cette séquence se termine, le film abandonne complètement cette dynamique pendant presque 40 minutes pour repartir sur une rom-com avec Gwen et Peter et un mystère sur Oscorp. On perd tout l'élan qui a été accumulé. Et quand l'action revient, elle est fragmentée. Un peu d'Electro qui ressurgit presque comme une sous-intrigue oubliée, une scène de Green Goblin qui débarque littéralement dans les 15 dernières minutes du film sur une transformation hyper accélérée qu'on n'a pas eu le temps de voir venir, un Rhino qui apparaît 30 secondes avant la fin du générique juste pour teaser la suite. Rien de tout ça ne construit une vraie montée en puissance narrative. On a l'impression de regarder 3 bandes-annonces différentes sur des films d'action, montées bout à bout, plutôt qu'un affrontement final qui rassemble progressivement les enjeux du film vers un seul point culminant. Encore pire, la bagarre contre Electro dans la centrale électrique, censée être le climax du film, se résume essentiellement à Spider-Man qui court partout pour couper des câbles. Une scène qui n'égale même pas la scène d'action d'ouverture, avec beaucoup de mouvements mais très peu d'enjeux physiques réels, sans jamais vraiment donner l'impression que Peter est en danger ou qu'il doit se dépasser dans un affrontement direct, ce qui est essentiel pour son développement. On coupe entre les deux personnages qui courent chacun de leur côté, plus qu'on voit un vrai combat construit avec une progression. Et la fameuse scène de la mort de Gwen, censée être le climax émotionnel et physique du film, celui vers lequel tout aurait dû converger, dure à peine 2 minutes. C'est un choix fort sur le papier, fidèle d'ailleurs à un moment des comics, mais qui arrive après un film entier qui n'a jamais construit une vraie tension. Mais je dois dire que cette scène est très puissante, et c'est probablement ma scène préférée du film, avec une performance magistrale d'Andrew Garfield, l'iconographie est sublime, et là on a à la fois le fond et la forme d'une très bonne scène de Spider-Man. Mais ça, c'est si on prend la scène toute seule.
Le vrai souci de fond, c'est que TASM 2 traite chaque antagoniste comme une case à cocher plutôt que comme un adversaire à affronter pleinement et durablement. Electro sert de menace pour le premier acte, Harry sert de menace express pour la fin, et Rhino sert uniquement de teaser pour un film qui ne verra jamais le jour. Et aucun des trois ne pousse vraiment Spider-Man dans ses retranchements assez longtemps pour qu'on ressorte une escalade crédible. Comparé à d'autres films de super-héros de la même période qui savaient faire monter la tension de façon crescendo autour d'un seul antagoniste bien exploité, sur toute la durée. TASM 2 donne l'impression de courir sur 3 directions à la fois sans jamais s'arrêter suffisamment longtemps sur l'une d'elles pour livrer un vrai climax mémorable. Brand New Day fait très exactement l'inverse. Du premier au dernier acte, dès les premières minutes, le film nous montre Peter en pleine action, en plein usage créatif de ses pouvoirs, pas juste en train de se balancer de toile en toile pour se déplacer d'un point A à un point B, et surtout le film garde une seule menace centrale du début à la fin, qui monte en intensité de façon claire et lisible. Pas de sous-intrigue de vilain secondaire qui vient couper le rythme au pire moment, pas de combat expédié en 2 minutes pour cocher une case scénaristique avant de passer à autre chose. Chaque affrontement fait progresser autant l'histoire que la tension physique. On apprend quelque chose sur l'adversaire ou Peter à chaque fois, et le niveau de danger grimpe réellement d'une scène à l'autre plutôt que de rester plat. Le film prend aussi le temps de laisser une scène d'action respirer visuellement. Les cadrages sont plus larges, les mouvements plus lisibles, la caméra reste stable suffisamment longtemps pour qu'on comprenne toujours où sont les enjeux dans l'espace, contrairement à TASM 2 où la caméra multiplie parfois les plans serrés et les coupes rapides au point de perdre complètement la géographie du combat. Un problème classique de l'action de cette époque qui privilégiait l'impression de vitesse à la lisibilité. Et surtout, l'acte final de Brand New Day ne se contente pas d'un seul geste symbolique comme un raccourci scénaristique, c'est une séquence prolongée construite en plusieurs phases distinctes où Peter doit s'adapter en temps réel, encaisser des revers sérieux, changer de stratégie en cours de route, on a l'impression de suivre une vraie bataille avec des rebondissements plutôt qu'un point final expédié pour respecter un minutage. Là où la fin de The Amazing Spider-Man 2 se finit sur une note plus sombre et surtout un film plutôt fun. Brand New Day est un film sérieux qui se finit avec de l'espoir. Et les deux films montrent aussi que Spider-Man est un modèle à la fin. Même si on dirait que je déteste ce film avec cette vidéo, ben même avec tout ça, j'aime bien TASM 2. Oui, ça a ses défauts, mais il y a aussi beaucoup de qualités dont j'ai pas parlé. Mais le constat final est net. Là où TASM 2 saupoudre son action sur 3 menaces jamais pleinement développées et referme son climax en un clin d'œil, Brand New Day concentre toute son énergie sur une seule trajectoire cohérente et prend le temps nécessaire pour la mener jusqu'à bout sans se presser. C'est peut-être là, comme tous les autres facteurs que j'ai mentionnés précédemment, qui explique pourquoi le public ressort de l'un frustré par un sentiment d'inachevé et de l'autre complètement satisfait et prêt à réclamer une suite plutôt que de la subir. Donc voilà tout ce que j'ai pu dire sur le sujet. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas de liker, de commenter et vous abonner. Donc allez, à la prochaine, bye.